Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Rémi Soulier, philosophe. Il tient une petite chronique dans le journal de l'Action française. Il est aussi rédacteur régulier pour la revue Éléments. Il me fait l'honneur aujourd'hui de venir pour cette entrevue. Nous allons discuter de son essai Racination, que j'ai énormément apprécié, qui permet, il me semble, de mettre en valeur toute la terre, l'importance de l'enracinement, mais aussi, je pense, et nous allons en parler, ces dualités entre peut-être le monde terrestre et le monde céleste. Alors bonjour Rémi Soulier, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir convié à cette émission et à cet entretien. Je m'en réjouis beaucoup. Alors, pour commencer peut-être, pourquoi avoir voulu parler de cette racination et à l'heure actuelle où on tend à de plus en plus déraciner, comment se réenraciner? Alors, effectivement, la question de l'enracinement, du racinement ou de la racination, ce sont des termes qu'aimait beaucoup Charles Péguy, ou à la fois les noms et les verbes d'ailleurs. Le verbe raciner, enraciner, mais il privilégiait le verbe raciner, parfois le mot racinement ou racination. C'est une manière de vivre, une manière d'habiter le monde, c'est une manière également de s'opposer de façon très massive au processus en cours, qui est en effet le processus inverse, un processus à rebours, c'est-à-dire un processus de déracinement, et un processus également d'abstraction, c'est-à-dire que sous prétexte de matérialisme, disons au sens le plus général du mot, on s'aperçoit que les forces ou les puissances à l'œuvre dans le monde, qui sont des puissances donc déracinantes, méprisent le sensible lui-même, au sens platonicien du terme. Ne parlons même pas de l'intelligible, mais parlons du sensible, puisqu'après tout, le premier mouvement d'enracinement est un mouvement en effet terrien, terrestre, chtonien, pourrait-on dire. Donc le sensible au sens le plus palpable, ou ce que l'on peut goûter, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut entendre, ce qui relève des sens, disons, et des sens en tant qu'il nous ouvre le monde, à partir du moment où on peut pénétrer en quelque sorte le monde et être pénétré par lui d'abord, par les sens, eh bien ce sensible lui-même est dénigré par ce processus d'abstraction en cours. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abstraire. L'abstraction, il y a un terme médical, l'un des synonymes du mot abstraction dans le domaine médical, c'est le mot exérèse. L'exérèse, c'est l'ablation. Eh bien, toute abstraction, tout processus d'abstraction, à mon sens, est un processus d'ablation. Autrement dit, on ôte aux êtres animaux, végétaux, on leur ôte leur organe en quelque sorte. Ce n'est pas le corps sans organe d'Artaud, c'est tout autre chose, mais c'est un corps que l'on va, ce n'est pas non plus le corps de la momification de l'Égypte, dans l'Égypte pharaonique, pas du tout. C'est un processus d'anéantissement, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'organicité doit être impérativement extirpé, abstrait, pour être remplacé par une série de mécanismes. C'est la vieille distinction entre l'organicisme et le mécanicisme. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un processus purement mécaniciste, où il s'agit de faire en sorte que l'humanité ne soit plus qu'un un seul et unique rouage, au fond. Et on l'a vu d'ailleurs d'une manière éminente ou contre-éminente ces dernières années, à l'occasion de ce que l'on a appelé la crise sanitaire, enfin, qui ont été des occasions supplémentaires d'avancer un certain nombre de pions pour aller dans le sens de cette abstraction et de cette mécanisation, de cette robotisation du monde. Bernanos avait été prophétique de ce point de vue-là, comme il l'est d'ailleurs sur bien des plans, quand il a écrit La France contre les robots. La France contre les robots, la France, c'est en l'occurrence, dans le titre de Bernanos, dans l'essai de Bernanos, c'est précisément l'emblème, au sens le plus héraldique qui soit, d'un enracinement. Nous avons là un pays, et les robots, c'est le contre-emblème du déracinement. Nous avons d'un côté une organicité, une patrie charnelle, en quelque sorte. Là, le vocabulaire change, mais l'idée est toujours strictement la même, bien sûr. Et de l'autre, nous avons le processus, l'ingénierie, la machine, le robot, avec tout ce que cela suppose, évidemment, de servitude et d'esclavage. Puisque c'est le combat qui est en cours, vraiment, est de type
sans vouloir être trop solennel, mais c'est en tout cas, j'allais dire de type eschatologique, mais en tout cas, l'eschatologie permet, est une grille de lecture au point où nous en sommes, qui permet de comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Donc l'enracinement, c'est non seulement une protestation, mais la protestation n'aurait pas grand sens, parce que, évidemment, quand on s'oppose, on est toujours tributaire de ce contre quoi on s'oppose. Hein. C'est en ce sens que Joseph de Maistre disait que la contre-révolution n'est pas est le contraire de la révolution, et non pas la révolution contraire. Donc il ne s'agit pas tant de protester, il s'agit simplement de faire acte de mémoire, à la fois de mémoire individuelle et de mémoire collective, dire voilà qui nous sommes, voilà éventuellement qui je suis, mais en tant que ce jeu est aussi un collectif en quelque sorte, même s'il s'exprime d'une manière subjective, et voilà ce que je ne veux pas être. Et voilà à quoi toutes les forces, toutes les puissances dont je parlais nous invitent à... voilà ce vers quoi elles nous invitent à tendre, ces forces-là. Eh bien non. Donc c'est à la fois... c'est plutôt, oui, c'est un acte de mémoire vive, dirais-je. Hein. C'est-à-dire, voilà, il y a une mémoire qui est celle de l'éternel présent, de ce qui dure, et je l'énonce d'un point de vue particulier, mais je m'efforce de l'énoncer. Et dès lors, je dis, il est toujours possible d'habiter la Terre, c'est le fameux mot de Lurline, hein, c'est en poète que l'homme habite la Terre, on est interdit aujourd'hui. Enfin, l'idée d'une habitation poétique de la Terre est proscrite, bien entendu, mais l'idée même de toute habitation de la Terre est elle-même proscrite. Il ne faut plus habiter, il ne faut plus être. Donc on a affaire à une adversité, à un rouleau compresseur, à une puissance qui est déferlante et qui utilise plusieurs moyens, bien entendu, étant entendu que le moyen le plus radical, c'est l'argent, hein, c'est la fluidité de l'argent. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous sommes aujourd'hui soumis à cet impérialisme, disons, financier. L'argent est par excellence, dans son abstraction, en tant que moyen d'échange parfaitement abstrait, c'était évidemment l'instrument, le scalpel, pourrait-on dire, qui sert à autopsier les corps morts, les cadavres. Hein, et pour en faire, donc, je répète, pour en faire des mécaniques et des robots. Donc c'est tout ça, Racination s'inscrit dans ce contexte-là. Vous parlez justement de la France contre les robots. On a surtout l'impression que depuis 2 siècles, depuis la Révolution française, le fameux progrès qu'on nous vend à toutes les sauces n'est au final plus qu'un progrès technique. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que il y a dans le processus, parce que le processus révolutionnaire de ce que l'on appelle en France le processus républicain, c'est-à-dire la manière dont la République française entend la République, c'est une manière parmi d'autres. Hein. C'est pas la République romaine, c'est pas Cicéron, c'est pas. Voilà. C'est une manière, c'est une forme d'universalisme en quelque sorte et d'universel abstrait. Donc on retrouve ce même schéma d'abstraction, d'exérèse, y compris dans l'idéologie révolutionnaire française. C'est les droits de l'homme, hein, c'est un homme est un homme est un homme est un homme, c'est l'homme avec un grand H, celui que Joseph de Maistre disait qu'il ne l'avait jamais rencontré, bien entendu. Donc ça, c'est un premier point, c'est le processus d'abstraction. Et puis, comme vous le disiez, c'est l'idéologie du progrès. L'idéologie du progrès qui elle-même vient de très loin, qui a été, disons, exposée par Condorcet en particulier, enfin d'une manière très systématique, mais elle est beaucoup plus ancienne. Et c'est cette idée, en effet, que l'humanité s'achemine d'une manière linéaire, d'une manière vectorielle, d'une origine qui serait ténébreuse et obscure vers un avenir qui lui-même sera lumineux, radieux, pour employer les mots que ces progressistes superlatifs qu'ont été les marxistes utilisaient. Hein, l'avenir lumineux, la lumière, et tout ceci a débouché idéologiquement sur un des siècles les pires, vraisemblablement même le pire de l'histoire de l'humanité, le XXe siècle, qui a été évidemment celui des massacres les plus techniquement, et cela rejoint ce que vous disiez à propos du progrès technique, les plus techniquement parachevés. Hein, nous avons eu cette conjonction
qui s'est effectué dans ce qu'on pourrait appeler le camp, hein, au XXe siècle, qui est un des hauts lieux, enfin un lieu très bas, mais un des hauts lieux. C'est un des rares. Là aussi, c'est assez révélateur de voir ce qu'en termes de hauteur, le XXe siècle a pu produire. Il n'a pu produire que de la bassesse. Il n'a créé que des lieux littéralement infernaux, c'est-à-dire des lieux inférieurs, des lieux abyssaux. Et donc, tout ceci, le progrès technique lui-même a été mis au service de la mort, de la mort industrielle, et de la même manière qu'il est mis, mais c'est le même schéma qui s'applique, de la même manière qu'il est mis au service de cette robotisation dont nous parlions, c'est-à-dire dans les deux cas d'une forme de servitude. D'un côté, une servitude brutale, un anéantissement brutal, et de l'autre, une servitude et un anéantissement en apparence moins brutaux, mais dont l'effet est le même, c'est-à-dire que on pourrait dire avec Jarry que c'est la machine à décerveler, aussi bien au sens de l'exérèse que j'évoquais, qu'au sens banal du terme, c'est-à-dire un grand processus d'abêtissement et un grand processus de négation disons de l'humanité de l'homme, mais pas seulement, parce que je ne raisonne pas du tout en humaniste, enfin mon point de vue n'est pas du tout humaniste, mais c'est un processus d'asservissement de la Terre, tout simplement. Heidegger parlait de dévastation, c'est effectivement la vérité de notre temps, c'est effectivement le ravage et la dévastation. Voilà le progrès que nous avons réalisé. Surtout, je trouve que l'époque actuelle est une époque qui ne dit pas son nom. En tout cas, c'est une époque très orwellienne, puisque on nous vante la démocratie, on nous vante ce genre de choses, alors qu'on est dans tout l'inverse. Et le progrès technique que vous évoquiez justement précédemment n'est au final que l'asservissement et être un esclave moderne, c'est-à-dire se lever pour gagner sa vie et puis terminer les fins de mois difficilement. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi toute espèce d'idéologie qui nous permet, du mensonge aussi, n'est-ce pas ? Oui, c'est-à-dire que le mot que vous avez utilisé d'inversion est en effet au cœur de notre temps. Tout est inversé. On nous somme de considérer comme un progrès ce qui est une régression, on nous somme de considérer ce qui est élevé comme ce qui est bas, de considérer ce qui est bas comme ce qui est élevé. Tout est absolument inversé. C'est en effet dans l'ordre des choses. Enfin, je veux dire par là que ce désordre terrifiant que nous vivons, de mon point de vue en tout cas, est lui-même un moment de l'ordre, hein, mais de l'ordre à un sens beaucoup plus vaste. Je veux dire par là que le désordre est lui-même pris, je crois, dans un processus qui, de toute façon, un processus au terme duquel ce sont les puissances de l'être qui l'emportent, disons. Mais nous n'en sommes pas là, et le processus d'inversion est tel, en effet, que même le langage est piégé. Vous savez, ce grand sage qui était Maître Kong, Confucius, évoquait la rectification des noms. Imaginez le travail qu'il y a à faire aujourd'hui pour rectifier les noms, pour rectifier le langage. La juste nomination, c'est une des formes les plus élevées de la justice et de la justesse. D'ailleurs, il n'y a pas de différence, de mon point de vue, entre la justice et la justesse. La justice est la réalisation de la justesse et de l'ajustement même, dirais-je. Mais cet ajustement n'est même plus possible aujourd'hui. Celui qui veut, et remarquez, enfin, c'est difficile en tout cas, mais il faut le faire. Un écrivain, c'est quelqu'un qui s'efforce de tendre vers la justesse des mots, vers la justesse de la langue, vers la justesse de la phrase. Vous aimez avec raison beaucoup Renaud Camus, moi aussi, et Renaud Camus est un des écrivains français, d'abord c'est un de ceux qui est le plus juste musicalement, littérairement, esthétiquement, mais qui a une réflexion sur la phrase et sur la syntaxe qui est elle-même d'une très très grande justesse. Renaud Camus est de ce point de vue-là, entre autres, mais l'écrivain par excellence, si j'ose dire, dans sa méditation, dans sa réflexion, et évidemment dans ses livres et dans son geste, dans sa phrase elle-même.
Et alors là, oui, effectivement, dans ce cas-là, on ne ment pas. Mais le fait de ne pas mentir, c'est aujourd'hui très mal porté. Parce que si l'on veut paraître, si l'on veut avoir une tribune, enfin, en tout cas de manière disons, officielle, on est obligé de parler la fausse langue, la novlangue, la nouvelle langue, orwellienne. Et alors c'est très facile d'ailleurs, hein. Elle est tellement bête qu'il suffit de quelques éléments de langage vraiment d'une indigence absolue. Soit que n'importe quel crétin peut parler la novlangue. Hein. C'est pour ça qu'il prolifère d'ailleurs. Hein. Vous prenez n'importe qui, vous lui donnez une fiche, et vous lui dites voilà les éléments de langage, bon, et ben voilà, il va les répéter. Voilà, c'est un espèce de psittacisme généralisé. Évidemment, nous sommes à l'opposé de l'idée même de littérature, et nous sommes à l'opposé de l'idée même de pensée. Là aussi, le divorce est considérable entre les temps anciens et notre temps. C'est une ère, en effet, mensongère, hein, oui. C'est très intéressant que vous parliez de Renaud Camus et de la syntaxe, parce que dans Tel quel de Paul Valéry, que je feuillete de temps en temps, Oui. il a une phrase justement sur la syntaxe. Et il dit « La syntaxe est une faculté de l'âme ». Et là, peut-être qu'on pourra venir sur le sujet justement de cette dualité que vous avez évoquée aussi dans un précédent entretien pour la nouvelle librairie, sauf erreur. C'est-à-dire que cette racination, en fait, permet ensuite de s'élever vers le ciel, c'est-à-dire d'avoir une vie intérieure. Vous parliez aussi précédemment de Bernanos, qui est en fait, l'époque moderne est une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. Oui. Donc au final, cette racination permettrait de s'élever et donc de se rechristianiser, si j'ose dire. Alors, je ne raisonne pas en termes confessionnels. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur l'état du catholicisme contemporain, sur l'état romain du christianisme. Je crois que lui-même est en très mauvais état. En revanche, que je conçoive la racination, en effet, comme c'est le cas de le dire, comme une tout court, c'est-à-dire sans qu'il y ait de différence entre l'intérieur et l'extérieur, entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel, oui, c'est-à-dire que je crois que l'enracinement le plus juste, le plus harmonieux, c'est celui qui ne raisonne pas en termes de dualisme ou en termes d'opposition, mais qui dépasse les dualités et les oppositions pour bien comprendre que il y a une unité derrière ces fausses dualités. C'est ce que disait Jacob Böhm à propos du paradis. Il disait le paradis est là, le paradis est ici. On ne le voit pas, mais il faisait écho d'ailleurs à Novalis également, en disant le paradis est épars. Nous ne le voyons pas pour cette raison-là, il faut le rassembler. C'est Ezra Pound également, qui évoquait la dispersion du corps du dieu Osiris et sa récapitulation par la déesse Isis. Je crois foncièrement que tout est donné, c'est-à-dire qu'il y a une donation permanente et que nous ne la voyons pas. Mais le poète la voit, le peintre la voit, le musicien la voit, parce que s'ils sont justes, ils vivent dans cette harmonie-là. Leur propre harmonie de l'écriture, des couleurs, des surfaces, des formes, des sons, est un répond à l'harmonie du monde. Alors c'est d'autant plus difficile aujourd'hui que l'harmonie du monde, la musique des sphères, dirait Pythagore, est recouverte par le tintamarre, par le chaos. Non seulement elle est recouverte, mais on nous dit que tout ceci, ce sont des rêveries. Ça n'a aucun sens. Ce sont des fantasmagories. Non, ce n'est pas des fantasmagories. Mettez-vous à l'écoute. Mettez-vous à l'écoute. Vous avez cité Paul Valéry, ben lisez Paul Valéry. Lisez un poème de Paul Valéry. Vous verrez très bien, lui qui est assez loin, disons, a priori, d'une foi, disons, ou d'une adhésion de type religieux. Non, ce toit tranquille où marchent des colombes, vous avez ce toit tranquille, ce premier vers qui est donné. Non, il voit Valéry, par excellence, c'est un poète du soleil, c'est un poète solaire, c'est un poète apollinien. Il voit donc le Dieu, dirais-je.
Et ça, c'est voir le monde tel qu'il est véritablement. Et cela implique la conscience d'en faire partie. Nous ne sommes pas étrangers au monde, mais le monde a des dimensions autres, au-delà de ce qu'on a appelé au début de notre conversation le sensible. Il a des dimensions intelligibles, il a des dimensions invisibles. Héraclite disait que l'harmonie invisible est plus précieuse que l'harmonie visible. Il a parfaitement raison. Et cette harmonie invisible, par exemple, eh bien, le peintre est celui qui donne à la voir. Bon. Donc tout ceci demeure. C'est cette donation fondamentale qui demeure. Et être raciné, c'est vivre, soit éprouver cette réalité-là, qui est une réalité d'une très grande intensité. Et cette intensité, eh bien, l'artiste, donc le poète, le peintre, le musicien, la manifeste dans l'œuvre, en œuvrant littéralement, mais aussi en vivant. Et il est tout à fait évident que nul besoin d'être, habiter en poète, sans être poète au sens de la carte d'identité, si j'ose dire, mais habiter en poète est une vocation qui est donnée à tous, potentiellement, virtuellement. Alors il faut la réaliser, bien entendu. Et l'enracinement c'est une manière de dire cela. Voilà. Le mot racination est une manière d'exposer de manière très brève, très synthétique, ce que je viens de dire. Oui, c'est vrai que dans cet essai, vous parlez beaucoup des paysages, de la terre, des régions, de toutes ces différences. Donc il y a vraiment aussi, je trouve, l'éloge de tout ça, c'est vraiment très intéressant. Un de vos premiers chapitres, je crois, si ce n'est le premier, vous parlez, enfin, il s'appelle Les fleurs. Alors, pourquoi avoir parlé des fleurs, justement? Ben parce que les fleurs, c'est à la fois ce qui est plutôt modeste, petit, c'est ce qui n'est pas immédiatement visible. Dans le règne végétal, on peut mettre en avant les arbres, par exemple. L'arbre, quel qu'il soit, enfin l'arbre est en tout cas plus massif. La fleur, non, c'est beaucoup plus discret. Et la fleur, c'est aussi une image de la beauté. On peut penser, par exemple, dans la tradition occidentale, à l'importance de la rose. Le roman de la rose, les roses croix, enfin, dans la tradition extrême orientale, on peut penser au lotus, à la fleur de lotus. Bon. Donc il y a dans la fleur à la fois de la discrétion et de la beauté. Eh bien, c'est une manière et la manifestation peut être une des plus perceptibles de cette donation dont je parlais. Je ne me souviens pas je ne crois pas d'ailleurs dans le chapitre Les fleurs de racination, que je cite Angélus Silesius, il ne me semble pas, mais vous savez, la rose est sans pourquoi. La rose est sans pourquoi. Fleurit parce qu'elle fleurit, n'a souci d'elle-même, ne désire être vue. Eh bien voilà. Voilà pourquoi les fleurs. Voilà pourquoi les fleurs. Voilà pourquoi l'idée de la fleur elle-même, dans cette joliesse, dans cette beauté et dans cette discrétion. Je pourrais penser également à William Blake, évoquant le grain de sable et l'univers, hein, voir un univers dans un grain de sable. Il a raison, ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité. C'est une réalité. Et donc la fleur qui surgit, quelle qu'elle soit, la fleur est évidemment enracinée, mais comme l'arbre, là pour le coup, ça ne le distingue pas véritablement. Mais quelle qu'elle soit, offre sa beauté, enterre d'une manière exemplairement sédentaire, si j'ose dire, parce que si vous l'arrachez, bien sûr, elle meurt ou elle finit par mourir après s'être étiolée. Et elle surgit avec grâce. Voilà. Et cette idée de discrétion et de beauté me paraît très révélatrice de ce que demeure, malgré tout, notre monde. D'où l'amour des jardins, par exemple, mais aussi de la nature sauvage, bien entendu, et de la solitude qui va avec, et d'une solitude peuplée d'ailleurs, parce que je parle de la flore, mais il y a également la faune, évidemment, qui est... Encore, c'est cette globalité, c'est cette totalité dans laquelle je m'efforce de vivre et de penser, parce qu'elle me paraît être, loin de tous les phénomènes de séparation ou de scission, elle me paraît être la vérité de l'habitation, précisément, de notre habitation. Voilà.
C'est d'ailleurs très actuel, puisque les écologistes tendent justement à nier cette nature et justement enfin, la beauté de la nature des paysages. Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le grand problème est que nous sommes évidemment pris par ces puissances que j'évoquais, par ce rouleau compresseur, et l'écologie, en particulier l'écologie politique, alors il y en a plusieurs écologies bien sûr, hein, mais l'écologie Bien sûr. politique est partie prenante de la dévastation. Elle est, si vous voulez, la plupart des discours autour de ce que l'on appelle affreusement la durabilité, en tout cas en France, on entend parler, j'imagine que c'est pareil en Suisse et en Europe Oui, en oui. général, la durabilité, euh, les énergies vertes, etc. Le discours est toujours le même, c'est-à-dire que le but, c'est de mettre en avant, ni plus ni moins, qu'un nouveau marché, de manière à favoriser une mutation du libéralisme et du capitalisme, ce qu'on appelle le capitalisme vert, mais sans toucher le moins du monde à la logique et surtout à la métaphysique de la prédation elle-même. Donc tous les discours sur la durabilité, tous les discours sur le recyclage, tous les discours, ce sont même des discours recyclés, c'est-à-dire que ce qui se recycle dans le recyclage, c'est le capitalisme, tout simplement. Et donc la prédation et la déprédation. Il y a, rendez-vous compte, par exemple, qu'ils ont trouvé le moyen d'ouvrir un marché carbone, un marché de la pollution carbone. Alors vous achetez des tonnes, machin, etc. Ça se négocie. Là aussi, la pollution elle-même est un élément du marché. Voilà, donc on achète, on vend, on voit si moins pollué peut rapporter plus, si on peut avoir telle subvention, si on peut. Donc la logique financière et prédatrice est absolument la même. Bon, donc l'écologie, il faut l'entendre au sens de la maison, de l'habitation, de l'oikos. Si on veut savoir ce qu'est l'écologie, eh bien lisez Hölderlin. Habiter le monde, habiter le monde. Euh, et tout est fait, encore une fois, pour qu'on ne l'habite pas, y compris d'ailleurs dans les processus de déracinement, ce qu'on appelle en économie la délocalisation. La délocalisation, par exemple, c'est très intéressant parce que le mot lui-même dit non seulement le changement de lieu, mais le terme de la délocalisation, c'est la mort même du lieu. Et c'est la mort même donc du dieu, si j'ose dire, du dieu autochtone, enfin, ou de l'ange. Enfin, on peut employer de l'ange des nations, bon, on peut employer plusieurs termes et se référer à plusieurs traditions. Mais la délocalisation, c'est cela. Et la relocalisation est perçue de toute façon dans le même esprit. C'est-à-dire, c'est un nomadisme à rebours. Donc, c'est un retour, mais jusqu'à quand? Et jusqu'à, on verra, enfin, on verra si les conditions font que. Donc, tout est pris dans ce système de non-habitation du monde. Et c'est un grand désherbage, au fond. Hein. C'est aussi un terme que l'on pourrait, pour filer la métaphore végétale, que l'on peut utiliser. Hein. C'est un désherbage. La dévastation est un désherbage. Surtout que l'écologie, comme vous le disiez, politique, à l'heure actuelle, passe uniquement par l'artificialisation des territoires, que ce soit l'éolienne, que ce soit les panneaux solaires. En gros, c'est la destruction de toute nature. Exactement. Et de toute beauté, donc bien sûr, bien sûr. Là encore une fois, on ne laisse pas être le monde. On est dans la logique de l'emprise et de la prédation, de la possession. On a affaire parfois à des démoniaques d'ailleurs. La possession, on peut l'employer au sens de la démonologie, au sens de Dostoïevski, au sens des possédés également. On a affaire à une frénésie qui est, à une hubris qui est ressortie véritablement d'une modalité possible du démoniaque. On revient à ce que nous disions à propos de la lecture eschatologique des événements en cours. C'est une frénésie qui est terrifiante. Et nous sommes sommés de trouver cette frénésie admirable. Voilà. D'où l'inversion, à nouveau, Orwell, enfin, voilà, c'est... Le prince règne. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais là encore, bon, il faut en prendre acte.
mais il faut témoigner qu'il n'y a pas que le prince, justement, qu'il y a aussi le principe, pour employer le langage de René Guénon, et que le principe, de toute façon, est lui-même étant infini. Tout ceci est d'ores et déjà consommé, si j'ose dire, pour employer là une référence directement chrétienne. À la passion du Christ, évidemment, tout est consommé. Voilà. Donc, dans l'invisible, tout est consommé, bien entendu. Moi, j'avais une question, parce que vous en avez évoqué ça justement au début de l'entretien, mais comment s'opposer à une idéologie sans en être prisonnier? Parce qu'avant, vous évoquiez justement la révolution contre révolution. Enfin, comment maintenant se positionner pour essayer de combattre cela? C'est très difficile, hein, c'est très difficile. Cela revient un peu, comme disait Evola, à chevaucher le tigre, en prenant cette formule des maîtres du Tao. C'est très très difficile. Je crois d'abord qu'il faut se défaire de toute espèce de ressentiment, de tout esprit de vengeance, et là Nietzsche est très précieux, très, très utile, hein, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, sans doute, s'accorder soi-même. Pour le coup, c'est vraiment une démarche qui est aussi individuelle, pas uniquement. Il peut y avoir des organisations, des groupes, des communautés, c'est pas un gros mot. Il peut y avoir des institutions, il peut y avoir des groupements divers et variés. Mais la meilleure façon, la première, la plus immédiate d'agir, c'est de faire l'ordre en soi, justement, c'est-à-dire de s'ajuster soi-même au principe, de s'ajuster soi-même à l'ordre du monde, disons, tel qu'il est, dans sa profondeur. Et si on le fait dans le calme, dans la paix, mais la paix est un état parfois à conquérir. Hein, il y a le polémos, il y a le combat, il y a la guerre, et puis il y a la paix. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de dualisme, il n'y a pas d'opposition. Il y a un dépassement, il y a la prise en compte du combat, mais dans la sérénité. Un peu comme le sage taoïste qui pratique le non-agir. Voilà. Donc c'est un équilibre qui est difficile à faire en soi, que l'on peut réaliser, que l'on peut atteindre ponctuellement. Alors évidemment, le sage, ça, bon, il n'y en a pas beaucoup des sages, hein, mais le sage peut vivre lui-même en permanence dans cet état-là. Et le philosophe, l'ami de la sagesse, eh bien, il s'efforce de s'y mettre dans cet état et d'y rester. C'est un peu comme Jeanne d'Arc qui disait « si je ne suis pas en état de grâce, Dieu m'y mette, si j'y suis, Dieu m'y garde ». Bon, c'est pareil, je ne vais pas utiliser un langage religieux, mais voilà un langage religieux, ce qui se dit de la même manière. Donc c'est sans doute par ce travail sur soi, par ce positionnement, par ce juste positionnement, par cet ajustement, par cet accord intérieur, que l'on peut... si cet accord est fait en soi, il y a une invulnérabilité de soi, véritablement. Sans haine, sans revendication, sans hargne, sans ressentiment. Mais le monde n'a plus de prise sur vous quand vous avez réalisé ce... Et si vous l'avez réalisé, ben, vous rayonnez. Hein, c'est le propre du sage. Il n'a pas besoin même à la limite de parler. Il ne parle pas même d'ailleurs, il reste silencieux. Il suffit qu'il paraisse, si vous voulez. Ça se fait. Voilà. Alors ça, c'est le moyen le plus puissant pour éviter tous les pièges, ces pièges du ressentiment, ces pièges finalement de la volonté de puissance inversée. Hein, c'est-à-dire, je veux être calife à la place du calife. Je conteste, je proteste, mais c'est pour mieux me positionner moi-même vis-à-vis d'un pouvoir à conquérir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut être prudent, il faut essayer de ne pas se leurrer, mais c'est sans doute la façon la plus juste de passer cette tempête et peut-être de contribuer à l'apaiser uniquement par cette manière d'être. Il faut rester terre à terre, si j'ose ce jeu de mots, peut-être. Oui, terre à terre ou terre à ciel. C'est Henri Corbin qui évoquait dans la tradition soufie la terre céleste, ce thème de la terre céleste ou du ciel terrestre. C'est pareil, on parle exactement le même langage. C'est ce vers quoi c'est ce qu'il faut réaliser en soi.
Voilà. Mais c'est un combat. C'est un combat. Je dirais que la paix est un combat. À la page 84, justement, vous parlez de ça. C'est bon. Je trouve que c'est difficile de ne pas avoir de ressentiment, si j'ose dire, quand on voit de quelle manière les choses s'accélèrent Oui. et à quel point il y a une volonté de destruction de notre civilisation, la civilisation catholique, comme l'appelait Donoso Cortés. Et à plusieurs reprises, vous parlez de la République. Bon, il n'y a pas de République en Suisse. Je pense que nous avons été très influencés par cela. Et vous dites à la page 84, alors, dès lors que l'affirmation identitaire est une réaction au flux, à la mondialisation hors sol, elle reste prisonnière des termes qu'elle combat, comme la contre-révolution de la révolution ou l'altermondialisme de la mondialisation. En tant que telle, elle s'inscrit jusqu'à un certain point dans le dispositif. Un positionnement autre, un déplacement, un vacillement ou un détour permettent d'échapper à cette assignation et de revenir ce que l'on est. Et vous dites, plus loin, fin du cycle national, n'importe quel citoyen, la France s'est dissoute, prise à son propre piège, contractuel et volontariste, dès l'exécution du roi très chrétien. Dans la phase royale de son développement, la République s'est souvenue du précaré, des provinces patiemment conquises, très mollo sur l'Alsace-Lorraine, mais le sacre de Reims n'étant plus efficace, non plus que la fontaine pour maintenir l'un au-dessus du multiple. Le royaume devint nation, la France république. Le riénisme triompha. Oui, 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 c'est le moment parodique en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que il y a, sans vouloir adhérer, disons, ou en tout cas développer un propos qui tendrait à ce qu'on appelle parfois l'histoire mystérieuse des nations. Il y a quand même il y a un mystère français, en tout cas on peut l'expliquer comme ça. C'est-à-dire comment se fait-il que la France de Reims, c'est-à-dire la France qui, qui existe par son baptême, hein, c'est le baptême de Reims qui fait la France. Donc cette France, disons, monarchique et royale, est aussi la France de 1789, c'est-à-dire la France qui est tout opposée, qui est la négation de tout ce qu'a été la France initiale, la France originelle. La France moderne va se construire contre la France, ce que l'on appelle un peu bêtement l'Ancien Régime, moi ce que j'appellerais la France tout court. On n'a pas besoin de dire normalement la France républicaine ou la France moderne. Non, il y a la France ou il n'y a pas la France. Mais il y a on a assisté à une réversibilité, en quelque sorte, à une inversion des pôles. Et j'interprète un peu cette façon de ce qui relève de notre destin, précisément, sur un mode un peu destinal ou historial, cette inversion des pôles, comme étant, si paradoxal que cela soit, la manifestation de cette régularité ordonnée, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous assistons à un renversement. L'inversion elle-même dont nous parlions est un moment de l'ordre lui-même. Et ce désordre-là, donc ce chaos, eh bien, nous devons l'endurer. C'est ce que Hölderlin, lui-même fasciné un temps, d'abord par la Révolution française, comme la plupart des romantiques allemands, puis il va s'en détourner très vite. Même chose pour Novalis, qui écrira Europe ou la chrétienté. Ce que nous endurons, c'est une nuit. Mais Hölderlin nous dit, cette nuit-là est elle-même sacrée. Eh bien, je crois que c'est ce qui se passe actuellement et c'est ce que l'on doit comprendre, vivre et endurer, c'est-à-dire ce chaos comme étant un moment de l'ordre ou ce désordre, un moment du désordre. Cette inversion des polarités est si parfaite, si parachevée,
si totale, si absolue, cette négation et répond de manière si parfaite à l'affirmation française initiale qu'il y a là, dans cette perfection-là, la manifestation d'un ordre. Et c'est ce qui fait que cette nuit est, malgré tout, une nuit sacrée. Autrement dit, ce nihilisme réel, ce riénisme, comme disait Joseph de Maistre, est lui-même le signe négatif de l'ordre subsistant. Voilà. Toutes les traditions, toutes, grecques, latines, égyptiennes, bon, toutes, font état d'un processus de dégradation. Alors pour le coup, là, les religions ne sont pas très progressistes, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elles décrivent exactement le processus inverse. L'âge d'or est au début, l'âge de fer, le Kali Yuga, est à la fin. Mais eh bien, il n'empêche que ce processus de dégradation auquel nous assistons est lui-même destinal. Enfin, prenons-le comme il est, c'est-à-dire regardons-le en face, de manière tragique et joyeuse à la fois, comme étant la manifestation du destin. Voilà. Mais sachant que un retournement forcément adviendra. Un retournement adviendra. C'est-à-dire un rétablissement, un réordonnancement. Mais là, nous sommes au cœur du cyclone. Nous sommes au cœur de la tempête. Néanmoins, ne soyons pas nous-mêmes des auxiliaires du nihilisme, parce que c'est ce que le nihilisme veut, c'est ce que les nihilistes veulent. Ils veulent le désespoir, pour parler en langage bernanosien à nouveau, ils veulent que l'on en reste à la déréliction. La déréliction est un passage, c'est une Pâque. Si on parle en thème, nous ne sommes pas loin de Pâques, hein, si on parle en termes chrétiens en l'occurrence. Il y a un passage, il y a la déréliction, et puis il y a la résurrection, c'est-à-dire qu'il y a le retour à l'ordre. Voilà. Il y a l'œuvre au noir, puis l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. Voilà. Et puis il y a la pierre philosophale. Nous sommes, l'histoire de France elle-même est emblématique de ce point de vue-là, de ce processus, par le baptême et par la Révolution. C'est très étrange, hein. Est-ce que pour vous, l'ère chrétienne est bientôt terminée ou justement il y aura un renouveau? Alors, il me semble que l'on a épuisé dans notre cycle un certain nombre de possibilités incluses dans le christianisme. C'est-à-dire que l'état actuel du christianisme, en tout cas occidental, romain, c'est peut-être moins vrai du christianisme oriental, grec, orthodoxe, pour des raisons historiques, philosophiques même, à mon avis, parce que le christianisme grec, orthodoxe, oriental est très marqué par Platon, et parce que le christianisme occidental, latin, est très marqué par Aristote. Bon, on pourrait aller un peu plus loin dans ce sens-là, mais donc vraisemblablement, il me semble, je suis très prudent, mais il me semble que la chrétienté orientale, d'abord s'assume comme telle, et résiste, en tout cas, a en son sein un certain nombre de puissances de résistance. Le christianisme occidental me paraît très mal en point, très très mal en point. La papauté, singulièrement, mais là encore, c'est vraisemblablement dans l'ordre des choses. Alors qu'adviendra-t-il? Je n'en sais rien. Ce dont je suis certain, en revanche, c'est d'un réordonnancement. Voilà. Tôt ou tard, un réordonnancement surviendra. C'est ce que dit Heidegger dans son fameux dernier entretien au Spiegel, qui est apparu de manière posthume, hein, lorsqu'il écrit « Seul un Dieu peut encore nous sauver ». Il a raison, seul un Dieu peut encore nous sauver. C'est une évidence. C'est-à-dire, seul un accès au divin qui ne soit pas bouché, qui ne soit pas dans les ténèbres, donc un dévoilement en quelque sorte. Seul un accès à l'être, dira également Heidegger, à la perception de l'être, c'est-à-dire à la remémoration de l'être. Il explique toute la métaphysique occidentale comme étant un oubli de l'être. Bon, eh bien,
seul, et aujourd'hui même l'oubli de l'oubli. Nous ne savons même plus, nos contemporains ne savent même plus qu'ils ont oublié, qu'il y a eu un oubli. Ils ne savent même plus. Mais nous pouvons faire acte de mémoire, de réminiscence. Et cette nouvelle entente de l'être viendra. Oui, ça j'en suis sûr. Mais je le dis, je ne me situe pas, disant cela, dans un processus d'espérance. Je n'entre pas dans ce... Je sais que l'espérance est évidemment une vertu théologale, mais ce n'est pas dans ce contexte dans lequel je me place. Mais c'est une question d'ordonnancement. Et sur la profondeur de cet ordonnancement, je n'ai aucun doute. Donc, oui, effectivement, nous pouvons d'ores et déjà, à titre individuel, atteindre, comme dit Heidegger, le sauf, le salut, disons, le sauf, c'est-à-dire la récapitulation, l'ajustement, l'accord, l'accordement, et à titre collectif, politique au sens large et noble, il n'y a pas de raison que cela n'advienne pas. C'est-à-dire que quelque chose d'autre ne surgisse pas. Mais avant, il faut en passer par la fin d'un monde, oui, il faut en passer par une apocalypse. Et en ce sens, nous vivons un temps, là encore, oui, qui est apocalyptique, bien sûr. Par un reset, j'oserais dire. Oui, c'est ça. Le reset est parfaitement apocalyptique, oui, bien entendu. Il est princier au sens où nous le disions tout à l'heure, au sens où vous le disiez, bien sûr. D'ailleurs, ce reset est moins une risette, comme on dirait en français, en jouant sur les mots, qu'un ricanement. C'est un rictus, le reset. C'est un rictus. Et ils sont contents. Hein. Ce sont des cyniques, ce sont vraiment des corrompus profonds, des corrompus du cœur, j'entends, hein, un cœur profondément corrompu, mais ils sont contents. Ils sont dans le rictus parce qu'ils pensent avoir le pouvoir. Alors, ils ont la puissance, peut-être. Ils n'ont aucune autorité, aucune. Et la puissance, on peut leur abandonner, si c'est ce qu'ils veulent. Mais ils seront d'eux-mêmes abandonnés. Ils sont déjà abandonnés, je pense. Même s'ils ne le savent pas, même s'ils ne s'en rendent pas compte. En tout cas, à titre individuel, ils le sont, bien entendu. Ils sont perdus, littéralement. Ils sont perdus. On a affaire à des perdus. Ils veulent posséder le monde, ils croient posséder le monde. Enfin, c'est puéril. C'est puéril. Mais l'emprise est là. Il y a une emprise. Il y a des tentatives d'emprise. Il y a une emprise ô combien réelle, bien sûr. Mais tout ceci est aussi, pour une part, illusoire. Eux ne peuvent saisir que ce qu'ils sont, c'est-à-dire du néant. En effet. Cher Rémi Soulier, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt.